slavă urce țara și poporul, conduse de un erou între eroi. Trăiască Nicolae Ceaușescu spre gloria acestor timpuri noi. Il fut le plus adulé de tous les dirigeants communistes européens. Il voulut tenir tête à l'Union soviétique. Il se fit appeler le géant des Carpates. Il institua dans son pays la plus sombre des terreurs. Il fit table rase du passé, de sa capitale, de son peuple même. Il crut que l'histoire commençait avec lui. Sa folie lui coûta la vie, sans qu'il eût rien compris de la révolte des siens. Populare din București, considerând aceasta ca o Așezați-vă liniștiți! Alo! Liniștiți! À la télévision centrale roumaine, c'est la panique. Nul ne sait que faire. Ceausescu saura-t-il se reprendre? Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei. Acest meeting a fost fatal. Ce meeting lui a été fatal. Adică nemulțumirea care le mécontentement s-a acumulat timp de ani și ani de qui zile s'était accumulé pendant des années s'est transformé din nemulțumire en un ouragan și din revoltă într-un qui a tout care balayé, a măturat tot, y compris Ceausescu. pe Ceaușescu. C'est un flot humain qui se déverse dans les rues. Tout paraît désormais possible aux habitants de Bucarest. Les massacres de la nuit ne sauraient les arrêter. Au petit matin, c'est une foule venue des usines de la périphérie qui marche sur le comité central. Mais sur la place, l'armée déjà se rallie à la révolution. Et quand un hélicoptère apparaît, les manifestants se lancent à l'assaut de l'immeuble du pouvoir. C'est d'extrême justesse que les Ceausescu parviennent à s'enfuir, récit d'un de leurs derniers fidèles. Quand le commandant de l'hélicoptère a sonné à l'aéroport de Bucarest, je vais atterrir. C'est interdit. A rapporté un autre hélicoptère. Je vais atterrir avec le président. C'est interdit. Et ils l'ont laissé dans un hélicoptère, deux vieilles gens avec aucune force, avec aucun pouvoir. Cet acte a été l'acte qui a signé la condamnation de Ceausescu. Pentru toate acestea, cu gând de lumină și prețuire, constructorii au venit să aducă vibrantul lor omagiu strălucitului arhitect al noului ev al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din a cărui inspirată și realistă gândire, geografia României contemporane s-a înnobilat cu ample și epocale construcții. Dès la fin des années 60, la flagornerie des journalistes et des écrivains roumains ne connaît plus de limites. Mais Nicolae et Elena Ceausescu sont également accueillis à l'étranger avec les honneurs les plus flatteurs. Ils s'enivrent des fastes des vieilles monarchies. Les attentions déployées par les dirigeants occidentaux leur donnent à penser que tout leur est permis. Ce couple, presque illettré, collectionne les distinctions universitaires dans les pays qu'ils visitent. Nicolae et Elena se comptent au nombre des plus grands. En 1951,
J'ai fait une découverte extraordinaire. Premièrement, il ne savait pas écrire correctement en langue roumaine. Il était très faible dans la théorie marxiste. Il n'a pas lu Le Capital de Marx, il n'a pas lu Engels, il n'a pas lu Lénine, mais les problèmes de léninisme écrits par Staline, il connaît par cœur. Il pouvait réciter des pages entières de Staline. Et il avait des difficultés à parler, il balbutiait. Et ça lui a donné un complexe d'infériorité qu'il a réussi finalement à battre. Et il est devenu un orateur de masse extraordinaire. Ça vous dit quelque chose sur son volonté de faire. Nicolae Ceausescu naît en 1918 dans une famille de paysans modestes. Dès l'âge de 11 ans, en partie pour fuir un père alcoolique, il part pour Bucarest. Il y rencontre Elena Petrescu, qui sera la seule femme de sa vie. Il milite au sein du PC clandestin, ce qui lui vaut plusieurs peines de prison. Elena lui rend visite chaque semaine. Il devient en détention pendant la guerre le chien de garde le plus fidèle de Gheorghiu Dej, futur dirigeant de la Roumanie communiste. Après l'entrée des troupes soviétiques à Bucarest, il épouse Elena. En 1947, les communistes s'emparent du pouvoir. Dej est tout-puissant. Il confie au jeune Ceausescu le soin d'épurer l'armée avec le grade de général. Nicolae s'acquitte avec un zèle féroce de sa tâche. Pendant Gheorghiu Dej, il y avait en Roumanie des goulags. C'était un régime de destruction physique et morale. Jusqu'en 1964, la Securitat a assassiné environ 300 000 personnes. Les gens étaient terrorisés par la Securitat. Le travail physique était une condamnation à mort, à petit feu, par l'affaiblissement jusqu'à l'épuisement. J'ai travaillé. J'ai creusé le canal du Danube à la mer Noire. Des jours, des mois et des années durant, avec ma pioche en hiver, dans la terre gelée. C'était un travail au-delà de toute force humaine. Et pourtant, je l'ai fait. C'était le sort de ceux qui devaient payer pour leurs convictions. Nous étions indésirables pour ce régime. Pour eux, nous ne devions pas exister. Toutes ces mesures se prenaient au comité central, où Ceausescu était le directeur politique. Il était le cerveau qui commandait tous les ministères. Chaque ministère était la façade du régime. Mais les décisions importantes étaient prises au comité central, où Ceausescu, qu'on avait fait général, était la main droite de Gheorghiu Dej. À l'époque, il n'y avait aucun domaine où il ne commandait pas et ne décidait pas. C'était un fanatique, non pas au sens simpliste du terme. Ce n'était pas dans le sens d'une simple faiblesse humaine. Il avait une ambition hors du commun. Gheorghiu Dej est emporté par un cancer. En 1958, il a obtenu le départ des troupes soviétiques de Roumanie. Avant de mourir, il accuse devant ses proches les Russes d'avoir provoqué sa mort en le soumettant à des irradiations. En accédant au poste de secrétaire général, le jeune Nicolae Ceausescu s'est fait beaucoup d'ennemis. Les accusations de Dej contre Moscou résonnent à ses oreilles. Il augmente le nombre d'agents de la Securitate chargés d'espionner les officiels. Est-ce que vous avez voté
pour Nicolae Ceausescu en 1965? Bien sûr. En croyant que va changer. Mais je me suis trompé. Vous voyez que je le connais. Cel de-al nouălea congres al Partidului Comunist Român va rămâne înscris cu litere de aur în istoria României. Il restait dans son intérieur très rigide, même fanatique. C'était une personnalité extrêmement intéressante de ce point de vue. Quand des raisons politiques dictaient flexibilité, il calculait très bien ses mouvements. Il était un grand calculateur politique. De Gheorghiu Dej, il a retenu que le nationalisme était un atout maître en Roumanie. Il fait libérer des intellectuels qui, du coup, l'encensent. L'adulation dont il est l'objet lui apparaît simplement comme une reconnaissance justifiée de ses mérites. Moi, personnellement, mis à la porte de l'université en 1959 pour attitude anti-soviétique, je fus réhabilité en septembre 1965. J'avais toutes les raisons pour croire que ce type est quelqu'un de bien et c'est un type qui va mener la formule socialiste du pays dans un sens national. Pourtant, une pensée l'obsède. Il voudrait tout savoir de ce qui se passe dans la tête de chaque Roumain et surtout de ses collaborateurs. Les domiciles de ces derniers sont mis sur écoute et Elena se délecte à entendre les enregistrements réalisés dans les chambres à coucher. Sous Ceausescu, il y avait beaucoup moins d'assassinats. Mais la Securitat a entretenu sa légende, son mystère. On avait l'impression qu'elle était partout. La Securitat roumaine n'avait pas des milliers d'officiers comme en Allemagne. Non, mais elle était plus efficace et cultivait le mythe de sa toute-puissance, de son ubiquité. C'était ça, la méthode Ceausescu. Qu'en permanence, on se sente suivi, que l'on fasse attention à qui on parlait et de quoi on parlait. Car tout était surveillé, tout était enregistré. Déjà, Nicolae Ceausescu accumule les titres. Il vient d'être élu président de la République. Il brandit le sceptre des anciens souverains. Il est premier secrétaire du parti. Mais il sera également commandant en chef des armées, président du Conseil supérieur du développement économique et social, président du Conseil des ouvriers, président du Front de la démocratie et de l'unité socialiste. Tout cela mérite bien quelques congratulations. En politique interne, il était un dictateur tyran, mais en politique extérieure, il avait des génies. Dès la rupture sino-soviétique, Nicolae Ceausescu a fait savoir qu'il ne s'alignerait pas sur les positions de Moscou. Au contraire, il conclut un accord commercial avec Pékin. Mieux, il est le premier parmi les dirigeants communistes à établir des relations diplomatiques avec l'Allemagne de l'Ouest. Et plus fort encore, le 16 août 1968, il signe avec Alexandre Dubček, le principal acteur du printemps de Prague, un traité d'amitié. Quand, le 21 août, les blindés du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie, sa réplique est immédiate. Au hotărât în unanimitate să-și exprime deplină solidaritate cu poporul cehoslovac, cu Partidul Comunist Slovac. On peut dire que dans ce moment-là, 68, c'était le point maximum de sa popularité. Tout le peuple l'avait soutenu. Et il y avait un grand nombre d'intellectuels qui sont entrés au parti.
pour démontrer ce soutien politique au parti et personnellement au Ceausescu. Et c'était une période positive en général pour le pays. Dès lors, Nicolae Ceausescu n'est plus seulement un héros national. Il est devenu l'une des étoiles de la scène mondiale. Il voyage partout. Les grands se pressent à Bucarest, où Richard Nixon fait en 1969 une visite historique. En début d'après-midi, une partie de la foule met à sac l'immeuble du comité central, tandis que l'autre crie « Ne détruisez pas les preuves ». À ce moment, le pouvoir est à prendre. Il ira à ceux qui s'y sont le mieux préparés. Vinovatul principal este Ceausescu. Acest om, fără inimă, fără suflet, fără creier, fără rațiune. À l'intérieur du comité central, on trouve des jeunes gens et des ouvriers qui viennent de prendre d'assaut ce symbole du pouvoir. Les communistes écartés autrefois, qui sont les seuls à disposer de l'expérience nécessaire. Les fidèles du régime, qui n'ont pas pu s'enfuir. La foule et les soldats stupéfaits découvrent un réseau de souterrains qui aurait dû favoriser la fuite des époux Ceausescu. Ces tunnels, imaginés par un esprit obsédé par les complots, courent sous toute la ville et jusqu'au palais présidentiel. Ils auront été inutiles. À bord de l'hélicoptère, Ceausescu entend les révolutionnaires crier leur joie à la radio. L'armée de l'air est passée dans le camp de ses ennemis. La fin a été lamentable. Partir avec un hélicoptère à 30 km de Bucarest. Mais pourquoi faire? Il pouvait prendre n'importe quel avion pour aller, je sais pas moi, en Libye ou ailleurs. Mais avec l'hélico, il n'avait aucune chance. Le couple présidentiel est abandonné par le pilote de l'hélicoptère au bord d'une route. Leurs gardes du corps en sont réduits à s'emparer d'une voiture. C'était le moment où le couple qui dominait la Roumanie, le couple qui se croyait immortel, a eu la conscience de sa solitude. « 1971 sera l'année du tournant décisif pour Ceausescu. Les dernières digues psychologiques qui le rattachent encore au bon sens tombent. Il est enthousiasmé par les spectacles gigantesques que lui offrent Mao Tse-tung et le Nord-Coréen Kim Il-sung. La Roumanie doit s'engager sur cette voie. Il était fasciné par le modèle de Kim Il-sung. Il a vu dans ce modèle coréen un contrôle total de la part du dictateur. J'ai exprimé ma surprise sur son enthousiasme en ce qui concerne le modèle coréen et je lui disais comment vous pouvez penser que c'est un modèle applicable pour un pays européen. Au retour, il m'a accusé d'intellectualisme. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, quelle comprend sur ça. Il m'a promis de m'expliquer ça d'une manière plus concrète, mais ce dialogue, je ne l'ai pas eu. Alors, il m'a argumenté dans le comité exécutif que je dois accumuler d'expérience. Oui, c'était la manière chinoise pour la rééducation. Quand il est revenu en Roumanie, il a prononcé un grand discours dans lequel il a annoncé cette nouvelle politique de révolution miniculturelle et en même temps d'un régime plus répressif et policiste. C'était le moment de changement radical de sa stratégie. Ceausescu veut faire aussi bien et mieux que les Chinois et les Coréens du Nord. Il ne lui suffit pas de mettre en scène ses forces armées
ou des foules immenses. Il faut encore que ces manifestations exaltent l'histoire de la Roumanie, dont il se veut l'ultime incarnation. Par tout temps, écoliers, lycéens, paysans, ouvriers répètent le ventre creux après leurs horaires de travail, une chorégraphie qui doit être parfaite. Aucun faux pas ne saurait être admis par celui qui se fait désormais appeler le conducator, le guide suprême, et qui dit de lui-même « Des individus comme moi, on n'en rencontre qu'une fois tous les 500 ans ». Si je vous dis que vous êtes un homme très jeune, vous êtes de 20 années, et toutes les personnes vous disent, vous êtes très jeune, vous avez 20 années. 10 années on dit, toujours. Après, oui, je suis très jeune. Si toutes les personnes disent, tu es le personnage plus illustre de Roumanie, tu es le premier chasseur, tu es le premier l'homme politique, tu es le premier médecin de Roumanie, tu es le principal économiste de Roumanie. Si toute personne lui dit, il croyait qu'il est le meilleur. Moi, je sais que non seulement lui, ce sont les autres qui lui ont importé cette chose. Ses proches ont contribué, ont aidé à accentuer sa pathologie. Ils étaient en quelque sorte des contre-thérapeutes. Bien sûr, il n'y avait pas autour de lui de vrais thérapeutes. Personne n'osait parler des maladies de Ceausescu. À mon avis, ces gens-là ont contribué à l'évolution de sa paranoïa. Paranoïaque, tel est donc le diagnostic. Le paranoïaque est un malade qui construit un univers mégalomaniaque, destiné à masquer sa fragilité. Dans un premier temps, nous disent les psychiatres, le paranoïaque est assez bien toléré par la société. Ensuite, c'est tout autre chose. Pentru toate acestea, poporul îl poartă cu venerație în inimile sale ca pe marele, clarvăzătorul erou al României. On a commencé à ne parler que de lui, on a commencé d'omettre même les dirigeants du Parti communiste, c'est-à-dire l'histoire du communisme roumain même. On a commencé à éclipser tout ce qui se passait auparavant. Prince, voïvode, il n'était pas mentionné du tout. Et il a commencé à être considéré le résultat mirifique d'une histoire qui commençait avec les Daces et les Romains. Elena accompagne partout son mari, la camarade, académicienne, docteur, ingénieure, comme il faut la nommer, entre au Politburo en 1973 et devient vice-premier ministre en 1980. Et pas à pas, à chaque congrès, il l'a forcé jusqu'à l'installation d'une dictature personnelle bicéphale. Parce que le malheur, c'était qu'il était aussi bicéphale et que l'influence de sa femme était très mal. Sèche, sans aucune grâce, elle ne tolère pas qu'une femme plus jolie figure à côté d'elle sur une photo. Elle ne cache même pas à l'occasion un peu de mépris pour son mari et fait régner la terreur dans l'entourage du parti et du gouvernement. C'était une obsession permanente du couple Ceausescu, que la nomenclatura et leurs proches puissent fomenter un coup d'État. Le microphone, il y avait partout, dans tous mes bureaux où je travaillais et dans la maison aussi. Le système de la sécurité était très fort organisé, c'est pour ça qu'il a réussi. Beaucoup cédaient à cette pression formidable, terrible, exercée par les officiers de la Securitat. Il y en a très peu qui ont résisté, qui ont refusé. À chaque mouvement, de faire une petite critique, il décidait de fonctionner à n'importe qui, il l'envoyait ambassadeur quelque part en Amérique du Sud ou en Afrique. Regardez bien ce document. Cette bastonnade est, paraît-il, une coutume germanique en Roumanie. On bat et on est battu.
c'est l'une des rares fois où l'on verra rire Ceausescu. Est-ce que Elena Ceausescu avait les mêmes traits de caractère que lui? Elena Ceausescu souffrait, elle aussi, de cette perturbation de la personnalité. Elle était complètement paranoïaque. La paranoïa de Ceausescu était plus positive. Il blaguait même, il était toujours en action. Tandis qu'Elena avait un tempérament sombre, dépressif. Elle était très soupçonneuse, chose qu'elle a peu à peu transmise à son mari. Dans les années 50, Elena essaye d'entrer comme secrétaire au ministère des Affaires étrangères, mais elle est vite licenciée pour incompétence. Elle se met en tête alors de devenir chimiste, suit des cours du soir, ne passe ses examens que sur intervention politique à la 3e tentative. Rapidement, elle est nommée ensuite directeur de l'Institut de chimie de Bucarest. Elle publie dès lors livre sur livre. Non, elle n'a pas écrit aucun livre. Elle n'était pas capable d'écrire un livre ou un article. On dit que vous avez aidé à donner des diplômes à Elena Ceausescu. Je ne savais rien. Je n'étais pas du tout mêlé dans toutes ces affaires. Tout était fait par la propagande du comité central. Elena Ceausescu, un nume ce-l rostește cu stimă întreaga lume, cu îndreptățit temei. O inimă ce bate în toate românește, slujind statornic țara prin fapte și idei. Au cours des déplacements à l'étranger, l'obsession des diplomates roumains est de trouver une université pour décerner un diplôme à Elena, sans cesse avide d'honneur. Même le président américain Carter est mis à contribution. This is the 4th visit of President Ceausescu with his wife Elena to the United States. Their influence as Romanian leaders throughout the international world is exceptional. Mais Elena veut toujours plus de pouvoir. Elle devient ministre de la Science et de la Culture. Son premier geste consiste à réduire de moitié la subvention du Théâtre national. Le directeur de cette institution parvient à rencontrer Nicolae. Il le persuade de rétablir le financement au nom du rôle idéologique joué par le théâtre. La revanche d'Elena sera spectaculaire. Quand Elena Ceausescu a été informée de cet renversement dicté par Ceausescu, elle a décidé que chaque soir, la liste des visites à Ceausescu pour demain serait approuvée par elle. Ça vous donne une idée de la croissance de son autorité sur Ceausescu. J'ai eu quelques discussions personnelles avec Ceausescu. Je lui ai dit, camarade Ceausescu, nous avons l'exemple de Mao Tse-tung et de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Sa femme, quand voulait obtenir quelque chose, le menaçait de parler aux soviétiques sa position réelle envers l'Union soviétique. Vous voyez, je vous dis une chose que je n'ai jamais parlé. Ceausescu était la face officielle. Il commandait tout. Mais Elena s'était constitué ses propres réseaux d'influence. Ensemble, ils atteignaient leur but, agissant en parallèle, détenant de fait chacun ses instruments de pouvoir. Rien ne saurait être trop grand pour la Roumanie et son chef. Ceausescu ne rêve que de complexes économiques géants. Il construit l'industrie autour de deux pôles, la pétrochimie et la sidérurgie. Mais les réserves pétrolières de la Roumanie s'épuisent et l'acier en surproduction est bradé au tiers-monde. Une usine roumaine demande 4 fois plus d'énergie que son équivalente occidentale pour la même production. Un combinat consomme à lui seul autant que Bucarest.
Il est vrai que les habitants de la capitale n'ont droit qu'à une ampoule de 40 watts par pièce, que l'usage des réfrigérateurs est interdit et que la température maximale tolérée en hiver dans un appartement est de 14 degrés. Tout ce qu'il voulait, il a réussi à réaliser. C'était son stalinisme qui a inspiré cette décision contre-économique, contre-productive, sans aucun concern pour le marché. Et c'est une des causes de nos difficultés maintenant. La Roumanie dispose de riches terres agricoles, mais la collectivisation, là comme ailleurs, a fait baisser les rendements. Pour la première fois, en 1981, le pain est rationné. Le couple présidentiel décrète que les Roumains mangent trop. Ceausescu établit un menu idéal. Il préférait exporter tout ce qu'on pouvait, laissant le peuple roumain sans pour s'affamer. Pour rembourser la dette extérieure, on n'approvisionne plus les magasins. À Brașov, chaque habitant a droit à 7 grammes de farine, 29 grammes de sucre, 23 grammes de viande de porc par jour, quand on les trouve dans les boutiques. Les Roumains ont faim. Dernière trouvaille délirante, la construction de 6 cantines collectives géantes capables de servir chacune 80 000 repas par jour. Elles n'entreront jamais en fonctionnement. Ces recrues qu'on ne nourrit pas servent de main-d'œuvre gratuite. Les lycéens et les étudiants doivent consacrer une grande partie de leurs vacances à des travaux d'intérêt collectif. Ils tombent souvent d'épuisement. Il n'a jamais compris ce qui arrivait aux autres. D'ailleurs, il n'a jamais visité d'hôpital. En 25 ans de pouvoir, il n'a jamais visité le moindre dispensaire. Il a fait une tentative à l'occasion du tremblement de terre de 1977, mais il a quitté très vite les lieux qu'il visitait. C'est sa peur obsessionnelle d'être contaminé par une maladie qui peut expliquer ce comportement. Mais en fait, il restait insensible à toute forme de souffrance humaine. Il n'arrivait pas à croire que les gens puissent avoir des sentiments propres. Dans l'après-midi, alors que les combats se poursuivent à Bucarest, Nicolae et Elena Ceausescu arrivent à Târgoviște. Ils comptent sur la loyauté de la Securitate et de la milice. Mais là aussi, la ville s'enflamme. Ils sont livrés à l'armée qui va les dissimuler 3 jours durant dans une caserne. Ce fut un moment où nous nous sommes rendus compte du fait qu'il est abandonné. Lui, j'ai l'impression qu'il ne croyait pas encore. Il était tellement ivre de son pouvoir, il était convaincu qu'il a le peuple près de lui. Il était condamné de toute façon par l'histoire. Ce fut le moment qui a sauvé, disons, la Révolution. En 1977, le terrible tremblement de terre de Bucarest est pour Ceausescu une opportunité magnifique. Il va raser ce qui reste du centre et recréer une nouvelle ville, sa capitale. Il y a eu pas mal d'autres villes qui ont été maltraitées. Mais Bucarest, monsieur, c'est la seule ville du monde qui fut agressée pendant une époque de paix.
Le Bucarest des monastères et de la ferveur religieuse du XVe siècle, celui des maisons cossues et de la prospérité bourgeoise de l'entre-deux-guerres, n'est pas le sien. Il doit disparaître. Il y a eu des drames terribles, des gens qui ont dû quitter leur maison en quelques heures, des hommes qui se sont suicidés même. Ce sont des tragédies que l'Occident n'a jamais connues. Il faut le dire, il y a eu très peu d'architectes qui ont eu le courage de dire non et de protester. Pour tenter de construire le plus grand centre de conférence du monde, il fait raser à la périphérie de la capitale un quartier de 2000 hectares et bien entendu, abattre le plus beau monastère des Balkans. Le monde commence à s'émouvoir de cette folie destructrice. Des intellectuels, l'UNESCO s'alarment, c'est trop tard. Pourtant, le palais des congrès ne sera jamais édifié. Ses fondations se sont enfoncées dans les marais. Il paraît qu'il a arrêté les travaux de démolition qui ont été repris quelques jours plus tard sur l'ordre d'Elena Ceausescu. Ici, j'ai des preuves que c'est elle qui a eu un rôle absolument néfaste. Et ensuite, l'état de choses a empiré. On a voulu détruire plus d'une dizaine d'églises dans cette région, monuments historiques. Un jour, le patriarche, désespéré, m'a fait savoir qu'il avait reçu un mot de Nicolae Ceausescu. Il disait qu'il ordonnait de démolir des églises d'une valeur extraordinaire. J'ai réussi à entrer en relation avec la belle-sœur de Ceausescu, Adela Petrescu. Elle est intervenue avec force, disant que c'était une honte pour la Roumanie de faire des choses comme ça et que nous serions jugés par la postérité. Nous étions 5 ou 6 intellectuels roumains qui ont protesté et qui ont obtenu qu'elle soit translatée à plus de 200 mètres. L'église a bien été déplacée, non pas détruite, mais Ceausescu tient sa revanche. Il l'a dissimulée aux yeux de tous ou presque. Des tours d'habitation la cachent aux visiteurs distraits. Ceausescu avait reçu une certaine éducation religieuse. Sa mère était très pratiquante. On pourrait même dire bigote. Par contre, ce n'était pas le cas d'Elena Ceausescu, qui, elle, a tout fait pour éloigner son mari de l'Église. D'après leur attitude envers la religion, je crois bien qu'ils voulaient ôter toute mémoire. Plus rien ne le retient. Il fait raser des villages dans les alentours de Bucarest, construire des immeubles sans chauffage, sans sanitaire, parfois sans eau courante. Un geste et un quartier disparaît. Un geste et un autre naît. Sait-il seulement que des hommes souffrent et meurent comme au temps des pyramides? Sans doute pas. Il est tout à son rêve désordonné et 100 fois recommencé. Il faut abolir les différences entre les ouvriers et les paysans, bâtir un monde nouveau comme personne nulle part n'a su le faire. Ceausescu ne connaît pas les plans. Elle ne peut pas faire une remarque sur un plan. Alors, on lui dit avec les mains, on lui propose, et on doit faire des maquettes.
des maquettes, mais même les maquettes ne sont pas suffisantes. On traçait des courbes d'après ces gestes. C'était des histoires qui peuvent arriver peut-être dans le monde persan, dans le monde turc d'auparavant, le chah ou le sultan qui viennent et font des signes et qui sont respectés par les autres. Au moins dans les 15 dernières années de son règne, il croyait façonner un monde selon ses plans, selon sa volonté. Mais c'était un monde tellement froid, tellement injuste, primitif, dans lequel n'existait rien, qui excluait toute forme de joie et de plaisir. Il a visité les palais des autres dirigeants communistes. Il est impressionné du palais de Kim Il-sung de Corée. Quand il est venu de cette visite, il nous a dit qu'il veut faire un nouveau palais qui représente la suprématie du communisme auprès de la démocratie occidentale. On fait un concours d'architecture avec un thème très étroit, 10 000 mètres carrés. Deux architectes ont fait un projet qui est 10 fois plus grand que le projet initial. Ils ont gagné. Parce que Ceausescu ne peut dire, lui, moi je veux un grand palais. Ce sont les architectes et les autres dirigeants qui ont dit, pour toi, qui est le premier personnage de Roumanie, un palais plus grand. Alors s'érige le plus grand palais du monde. Comme à la tour de Babel, Nicolae Ceausescu y rajoute des étages, y mélange les styles. Les carrières de pierre ne produisent pas assez vite, peu importe. On termine des murs avec des parpaings, on épuise les marbrières, on dévaste des forêts entières, on travaille nuit et jour. Les escaliers de marbre rivalisent avec ceux du Vatican. Les salles de réception sont hautes comme des immeubles de 3 étages. Les lustres plus lourds que ceux de Versailles. Et le grand balcon donne sur le boulevard de la victoire du socialisme, plus large et plus long que les Champs-Élysées. Combien de temps il a fallu pour construire cet ensemble? Cet ensemble, je crois que c'est 5 années. Presque tous les centres sont en 5 années. Et combien de personnes ont travaillé? Pour tout cet ensemble, c'est 100 000 personnes. Combien ça a coûté? Il n'y a pas de prix. Si on doit travailler, on doit le faire. Le coût ne compte pas. Au geste à la limite. Mais depuis quelques années, la rumeur se répand à l'étranger. Le seigneur de ces palais est le vampire du siècle finissant. Pour satisfaire à ses caprices, il boit littéralement le sang de son peuple. Seule la sinistre réputation de la Securitate empêche que ne se déclenchent des émeutes de la faim. Son pays est trop petit pour lui. Il oblige ses sujets à faire des enfants, souvent abandonnés dans des orphelinats qui sont des mouroirs. Il interdit la contraception. Et les 25 palais de province, construits pour lui, restent vides. Par exemple, le palais présidentiel de Cotroceni. 2 fois, il restait 1 heure. 2 fois. Palais de Sinaia, nul. Peut-être 2 minutes, 3 minutes qu'il a visité, seulement. Toujours, il restait à Bucarest, dans sa maison, ou à Snagov, ou avait une autre maison plus petite, non palais. C'est une maison qui se rassemble à sa maison natale, une maison de paysan. Il était un paysan, toujours. Il a vécu comme un paysan et a mouru comme un paysan. Seules 2 vaches ont été sélectionnées pour fournir du lait au couple présidentiel. Ceausescu s'alimente peu, il est obsédé par la peur des microbes, il est essentiellement végétarien. Tout ce qu'il mange est d'abord goûté,
Puis un petit morceau est envoyé au laboratoire central pour analyse. À l'étranger, il emmène sa nourriture, mais aussi sa propre literie, au cas où une poudre aurait été répandue dans ses draps. Au fond, il n'a qu'une distraction, c'est la chasse. Il est le meilleur et le plus grand chasseur de Roumanie, qui pourrait en douter? Les ours sont nourris à la viande fraîche qui manque si cruellement à l'alimentation des humains. Tout comme les sangliers, ils sont assommés de somnifères peu avant l'arrivée du grand homme. Les tableaux de chasse sont brillants, mais ne trompent que leur auteur. Ce sont toujours les mêmes caméramens qui accompagnent le couple présidentiel 7 jours sur 7. On joue la comédie de l'entente et du bonheur familial, mais Zoya, leur fille, déteste son père et sa mère. Tout sonne faux dans cette vie où chaque détail est contrôlé jusqu'au ridicule. Une fois, Ceausescu s'en est pris à mon collègue cameraman. Pourquoi tu m'as coupé au genou? On voit plus mes jambes. Un camarade président, j'ai fait ce qu'on appelle techniquement un plan américain. Ah non, non, non. Moi, je veux que des plans roumains. Parce qu'on en a marre des Américains. Dans un jour, je suis à son palais de Snagov. Il m'a interrogé dans un jardin avec des prunières. Et les prunes sont tombées. Pourquoi les prunes sont tombées? Je suis architecte, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, oui, voyons, dans le pays entier, il n'y a pas de fruits parce que, oui, voilà, ce sont cela. Ces dernières années, Ceausescu est de plus en plus seul. Il refuse même de se laisser soigner. La plus grave des maladies de Ceausescu, c'était son diabète. N'importe quel médecin vous dira que si on ne soigne pas cette maladie, cela peut conduire à une forte baisse des facultés mentales. Et cela joue sur la capacité de jugement et de décision. Il avait aussi un début précoce de vieillesse psychologique. Je me suis rendu compte que Ceausescu ne savait même pas 1% de ce qui se passait dans le pays. Quand il apprenait quelque chose, il était intrigué. Il n'arrivait pas à y croire. En fait, il était complètement isolé. Il y avait ce mur dressé par son entourage qui lui mentait sur tout et qui souhaitait dans le fond un mauvais destin pour la Roumanie. Lui-même a généré ça. Je pense que dans les dernières années, même les organes spéciaux créés pour l'informer faisaient une certaine sélection des informations qui sont acceptables ou non par lui-même. C'est la tragédie de tous les dictateurs qui veulent savoir ce qui leur convient. În ajunul noului an 1989, ultimul mesaj prezidențial. Să facem astfel încât în 1989, anul când se împlinesc 45 de ani de la victoire. Cet homme amaigri, affaibli, peut-il encore faire peur? Oui, car il n'a pas renoncé. Le 23 août 89, les troupes passent devant lui en revue à l'occasion de la fête nationale. C'est la 25e fois depuis son accession au pouvoir, mais pour lui, c'est la première occasion de le faire à partir du balcon du musée Ceausescu, qui, croit-il, sera plus tard son mausolée. Il est tard, camarades. Voilà ce qu'il reste aujourd'hui de ton bâtiment. Au 14e congrès du Parti communiste roumain, alors que le mur de Berlin est déjà tombé, il défie une dernière fois Gorbatchev et l'Occident. Les délégués applaudissent comme des automates. Ils sont déjà morts, l'histoire va se passer d'eux. Après ce congrès, la sœur de Ceausescu est venue me voir et m'a dit « Quelque chose ne va plus en Roumanie. Je pense que c'est fini. » Je n'oublierai jamais ces paroles. Et elle a conclu. Maintenant, je n'ai plus qu'à prier pour mon frère, parce que tout est fini pour lui.
Après avoir entendu ce discours, j'étais très inquiet. Ça m'a fait réfléchir. Je crois qu'au plus profond de lui, il avait peur d'être lâché par ses proches, de ne pas être si aimé que ça, ni cru par son peuple. Le tribunal est arrivé de Bucarest. L'avocat de la défense était dans le même hélicoptère que les juges et le procureur. Le public est constitué par quelques-uns des nouveaux maîtres du pays. Il ne faut jamais oublier que ce procès qu'aujourd'hui on accuse, et on accuse à juste titre pour la façon très sommaire il s'est passé, a été salué par toute l'opinion publique roumaine. C'est le destin de tous les grands paranoïaques. Ils meurent sans comprendre ce qui leur arrive. En quoi ils ont eu tort? Il y a comme une fatalité à persévérer dans ses erreurs, dans ses fautes, jusqu'au dernier instant. Ceausescu est mort il y a 10 ans, mais il a marqué son pays comme nul autre dirigeant ne le fit ailleurs à cette époque. La sécurité est le problème inachevé de la révolution roumaine. Jamais on n'a fait une enquête pour leur activité monstrueuse, répressive, criminelle. Jamais on a fait un procès juridique sur la sécurité. Jamais. Vous ne pensez pas qu'on peut en parler maintenant? Ce n'est pas encore le moment de parler de ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut pardonner à Ceausescu ce qu'il a fait? C'est l'histoire qui jugera. Personnellement, je ne peux pas vous répondre maintenant. Le diagnostic est simple. Ceausescu était un paranoïaque dont la maladie a été aggravée au contact de sa femme Elena. Mais une question reste posée aujourd'hui encore. Pourquoi ce couple a-t-il réussi si facilement à entraîner toute la Roumanie dans son cauchemar sans que presque personne ne lui résiste? Les Roumains n'ont sans doute pas fini de s'interroger sur eux-mêmes. În slavă urce țara și poporul, conduse de un erou între eroi. Trăiască Nicolae Ceaușescu spre gloria acestor timpuri noi.